Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Nathalie Palanque de la Brouille, malgré les conditions actuelles. Nathalie Palanque de la Brouille est directrice de recherche au CEA, le Commissariat de l'énergie atomique, spécialiste de cosmologie, notamment de l'expérience DESI, qui a pour mission d'élucider la nature des composantes sombres de notre univers. Madame Nathalie Palanque de la Brouille est membre de l'Académie des sciences parmi 42 membres, dont 6 femmes. C'est par ses travaux sur la cosmologie que Madame Palanque de la Brouille a interpellé notre attention, plus particulièrement dans le cadre des collaborations amateurs-professionnelles de Ipsa Vega, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons invitée, ainsi que pour son parcours brillant. Aujourd'hui, nous aborderons l'âge de l'univers, qui pendant longtemps fut l'objet de débats animés, jusqu'à ce que des mesures cosmologiques modernes convergent pour attribuer un âge d'environ 13,8 milliards d'années. Cependant, l'histoire de l'univers repose non pas sur une datation externe, mais sur un modèle mathématique. Nous tenterons donc d'y voir plus clair sur les hypothèses du modèle et les observations ayant conduit à ce résultat, et nous nous interrogeons sur les données de ces dernières années, remettant en question l'âge précis de l'univers. Avant de laisser la parole à notre conférencière, je vous invite à utiliser, si besoin, le chat de Teams tout au long de la conférence. Et à la fin, il y aura également un temps consacré aux questions-réponses. Et donc, je vous souhaite une bonne conférence à toutes et à tous. Merci beaucoup, Salomé. Donc, je suis vraiment très heureuse de cette invitation. Je vous remercie beaucoup. Merci également pour tous les efforts qui ont été nécessaires pour mettre en place cette conférence en visio. J'espère que tout va fonctionner et je suis ravie en tout cas d'être avec vous ce soir. Alors, comme Salomé le disait, le sujet de cette conférence, c'est mesurer, étudier, comprendre l'âge de l'univers. Mais l'âge de l'univers ne se mesure pas directement avec une datation externe, mais au contraire repose sur un modèle mathématique. Et par conséquent, ça veut dire que comprendre l'âge de l'univers, ça nécessite de comprendre tout le modèle que représente l'histoire et l'évolution de notre univers, et pour s'assurer que ce modèle est valable, de le confronter aux observations que nous interprétons ensuite en termes d'âge. Alors, le plan de ma conférence est présenté ici. Il va y avoir essentiellement 3 parties. Tout d'abord, on va commencer avec les conditions limites, c'est-à-dire que, assez naturellement, si on arrive à dater certains objets dans l'univers, il est évident qu'on veut que l'âge de l'univers soit au moins aussi grand que les objets qu'il constitue. Donc, on va comme ça essayer d'avoir une valeur inférieure à l'âge de l'univers, une limite inférieure. Ensuite, puisque cet âge repose sur un modèle, on va passer du temps à comprendre ce modèle cosmologique et à voir à quel point ce modèle est fiable et de quelle façon. Et enfin, comme le mentionnait Salomé, on va s'intéresser à la valeur que l'on obtient à l'âge de l'univers et est-ce que cette valeur est connue avec précision ou est-ce qu'il y a des incertitudes, voire des incohérences sur les résultats que l'on a concernant l'âge de l'univers. Alors, commençons cette histoire avec l'âge des plus anciens objets que l'on peut trouver dans notre univers. Alors, tout proche de nous, qu'est-ce que l'on a? Notre Terre. On sait que l'on peut estimer l'âge de notre Terre de façon assez précise par des datations radioactives et on trouve un âge de l'ordre de 4,5 milliards d'années. Peut-on trouver plus ancien? Probablement. Commençons par le Soleil. Le Soleil, déjà, on a besoin d'un modèle pour estimer l'âge du Soleil. Ce n'est pas juste par l'étoile elle-même que l'on arrive à déterminer son âge, parce que les variations de luminosité du Soleil au cours de sa vie sont trop faibles pour que l'on puisse en extraire un âge. Et donc, pour dater le Soleil, on s'intéresse à la formation du système solaire, ce qui est représenté sur la gauche ici. Le système solaire se serait formé par l'effondrement gravitationnel d'un nuage moléculaire géant.
Au cœur de ce nuage se forme le Soleil proprement dit, tandis que les restes éparses de ce nuage vont peu à peu s'effondrer dans une couche sous forme de disque, dans lequel petit à petit vont se former tous les petits astres, tous les petits corps du système solaire, donc à savoir les planètes, les astéroïdes, les lunes, etc. On voit que ce modèle est aujourd'hui validé par des données observationnelles. Et je vous montre ici un disque protoplanétaire qui est une image qui a été obtenue avec le réseau de télescopes qui s'appelle ALMA au Chili et qui est un réseau qui fonctionne par interférométrie dans le domaine millimétrique, avec lesquels on arrive, donc il y a un système de 6 à 12, 66 antennes dont les diamètres font entre 7 et 12 mètres. Elles sont réparties sur une surface, sur des rayons jusqu'à plus d'une dizaine de kilomètres, et en fonctionnant par interférométrie, on arrive à avoir une très très bonne résolution sur des zones de l'univers qui autrement seraient trop petites pour qu'on puisse les résoudre dans ce domaine de longueur d'onde. Et on voit ici donc le disque protoplanétaire qui illustre très bien cette étape, une des premières étapes de l'effondrement du nuage moléculaire initial. Alors, en ce qui concerne l'âge, donc cherchons les petits corps dans notre système solaire, ceux qui a priori auraient été le moins modifiés par l'évolution ultérieure du système solaire, ce sont les astéroïdes et en particulier ceux que l'on appelle les chondrites qui contiennent des inclusions ici circulaires qui sont les chondres, qui ont donné le nom à ces astéroïdes, ces météorites, mais également des inclusions blanchâtres comme la grande inclusion que l'on voit ici et qui seraient a priori composées des premiers éléments chimiques à s'être effondrés dans le nuage moléculaire. Et donc, de nouveau, par datation radioactive, on arrive à dater l'âge de ces inclusions réfractaires à 4,56 milliards d'années. Donc, on voit que le Soleil et la Terre ont, conformément au modèle de formation du système solaire d'ailleurs, été formés à peu près simultanément, il y a en gros 4,5 à 4,6 milliards d'années. Peut-on aller plus loin? Intéressons-nous à l'âge d'une galaxie. Et pour dater une galaxie, cette fois-ci, on va essayer de trouver l'âge de ses plus vieilles étoiles. On va reposer pour faire cette datation d'une galaxie sur le modèle d'évolution stellaire. Alors, comment se forme une étoile et comment évolue une étoile? Une étoile, on l'a vu, provient de l'effondrement d'un nuage de gaz initial. Donc une étoile, c'est un astre qui est en équilibre hydrostatique entre deux forces qui s'opposent. D'une part, les réactions thermonucléaires dans le cœur de l'étoile qui vont faire chauffer ce cœur et vont provoquer la pression radiative qui provient de ces réactions nucléaires va provoquer le gonflement de l'étoile et donc en gonflant le refroidissement de l'étoile. Et deuxième force qui s'oppose à ces réactions thermonucléaires, c'est la gravité, donc qui va tendance au contraire à faire contracter l'étoile et à la faire s'effondrer en son cœur, tendant là par contre à augmenter la température au cœur de l'étoile. Donc c'est l'équilibre entre ces deux forces qui s'opposent qui font que l'étoile peut briller de façon stable pendant des milliards d'années. Alors toutefois, une fois que les réactions nucléaires dans le cœur auront transformé l'hydrogène en hélium, peu à peu ces réactions vont se produire dans des couches de plus en plus périphériques et la pression radiative provenant de cette transformation nucléaire va faire grossir l'étoile, comme on le disait. Alors, voici deux exemples ici, tout d'abord d'étoiles jeunes. Donc, on voit l'étoile Vega, qui est une étoile extrêmement brillante, ou ici l'amas des Pléiades, qui est une constellation d'étoiles, une pouponnière stellaire dans laquelle on voit un grand nombre d'étoiles très jeunes. Alors, une autre chose qu'il faut savoir sur la formation des étoiles, elles ne se forment pas dans n'importe quelle condition de masse et de température. Et c'est le graphique que vous voyez ici qui représente la masse en fonction de la température pour les étoiles. Et la zone bleue, c'est la région dans laquelle les étoiles se forment. Mais pourquoi? Parce que plus une étoile va être massive, plus la température en son cœur va être élevée de par la compression, puisque les forces de gravité sont plus élevées si la masse de l'étoile est plus élevée. Donc on voit qu'une étoile plus massive va être également plus chaude et donc va se trouver dans cette région-ci de ce diagramme, tandis que des étoiles plus légères vont être plus froides et par conséquent également plus rouges. Donc au fur et à mesure que l'étoile évolue,
comme elle gonfle, comme on le disait, elle va sortir, elle va migrer en dehors de cette zone dans laquelle l'étoile est née pour aller vers des températures plus froides, donc vers des couleurs plus rouges. Et on voit apparaître à ce moment-là des étoiles qu'on appelle des géantes rouges, puisqu'elles ont gonflé, elles ont des couleurs plus rouges. Et des géantes rouges peuvent avoir des rayons beaucoup plus conséquents que le rayon de l'étoile initiale. Et juste pour donner un exemple, Bételgeuse ici est une géante rouge dont le rayon est à peu près 1200 fois le rayon de la Terre. Donc c'est une étoile que l'on peut voir dans notre galaxie et qui est très très grosse par rapport à une étoile comme le Soleil. J'ai dit rayon de la Terre, non, je voulais dire rayon du Soleil, excusez-moi. Donc, si l'étoile est suffisamment massive, la pression dans son cœur va être suffisamment importante pour que l'on puisse avoir des réactions nucléaires au-delà de l'hélium, et donc progressivement, dans le cœur, peuvent se former le carbone, l'oxygène, etc., jusqu'au fer, pas au-delà du fer, puisque le fer est l'élément chimique le plus stable, et donc ces réactions nucléaires successives peuvent former tous les éléments jusqu'au fer, mais pas au-delà. Donc, qu'est-ce qui se passe au-delà de cette étape? On voit que l'étoile a beaucoup gonflé, donc l'hydrogène qui se situe en périphérie de l'étoile va finir par s'échapper de l'étoile, par se dissiper dans le milieu interstellaire, et on va aboutir à un cœur d'éléments denses, tandis que les couches périphériques se sont dissipées. Donc c'est la nébuleuse planétaire que l'on voit ici sur la droite. Alors ne vous laissez pas tromper par ce terme de nébuleuse planétaire, ça n'a rien à voir avec des planètes, c'est une erreur de nomenclature liées aux premières observations de cet objet. Et donc, on voit ici le gaz d'hydrogène qui s'est échappé, et l'étoile est en fait un astre très très peu lumineux qui finit par être une naine blanche et qui est au cœur de cette nébuleuse planétaire. Donc, voici les différentes étapes de la vie d'une étoile. Mais imaginons maintenant non pas une seule étoile, mais toute une population stellaire qui se serait formée simultanément. Donc, on pourrait, si on pouvait observer cette population à un âge donné lors de sa formation, observer toute une gamme comme ça d'étoiles qui remplissent cette zone dans laquelle les étoiles naissent. Et regardez maintenant le temps qui s'écoule ici en bas à gauche de ce graphique. En quelques millions d'années seulement, les étoiles les plus massives vont être celles qui vont avoir une évolution la plus rapide, parce que c'est celles qui vont avoir l'efficacité des réactions nucléaires la plus intense. Et donc, les étoiles les plus massives vont très rapidement se transformer en géantes rouges. En quelques millions d'années, on voit les premières étoiles qui quittent cette région dans laquelle elles naissent, 100 millions d'années ici. Et ce que l'on voit apparaître au fur et à mesure, c'est un coude marquant la position et donc la date à laquelle les étoiles, en fonction de leur masse, quittent le berceau initial pour se transformer en géantes rouges. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si on a moyen d'avoir accès à un groupe d'étoiles qui sont toutes nées en même temps, en observant ce diagramme de luminosité ou masse en fonction de la couleur, c'est-à-dire la température, la mesure de la position de ce coude nous donne une mesure de l'âge de ce groupe d'étoiles. Et donc, existe-t-il dans notre galaxie, dans la Voie lactée, un groupe d'étoiles qui aurait toutes le même âge, une population stellaire d'âge unique? Absolument, c'est ce que l'on appelle les amas globulaires. Vous en avez deux exemples ici. Ce sont des amas globulaires assez proches de nous qui contiennent quelques milliers, dizaines de milliers, voire pour les plus gros jusqu'à 1 million d'étoiles, et qui se sont très probablement formés en même temps que la Voie lactée et à une date unique sans plus qu'il y ait de formation d'étoiles ultérieurement à cette formation initiale. Alors, pourquoi est-ce que les amas globulaires ne formeraient plus d'étoiles? Parce que dans notre galaxie, on a, par exemple, notre Soleil, juste pour prendre que lui, il n'a que 5 milliards d'années, enfin 4,6 milliards d'années. On a vu, il y a des étoiles plus vieilles. Donc, pourquoi est-ce que les amas globulaires ne forment plus d'étoiles? Alors, juste une petite illustration ici. Vous avez deux films qui, en fait, représentent la même galaxie en formation. L'image de droite, c'est un zoom sur la partie centrale de l'image de gauche. Ce que l'on voit là, c'est l'effondrement du nuage moléculaire initial qui, peu à peu, va s'accréter et donner naissance au disque de la galaxie en formation. Et ce sur quoi il faut porter attention ici, ce sont les petites grumeaux de gaz qui tombent sur la galaxie en formation.
Et ce que l'on voit, comme par exemple le grumeau qui arrive ici, c'est que ces grumeaux de gaz qui vont pouvoir donner naissance justement à des groupes d'étoiles, comme des amas globulaires, vont perdre tout leur gaz lorsqu'ils interagissent avec le disque de la galaxie en formation. Le gaz interagissant dans cette galaxie va être dissipé dans la galaxie, tandis que les étoiles, elles, sont des objets quasi ponctuels dans cet amas globulaire et vont pouvoir traverser le disque en formation. Donc, au bout de quelques traversées seulement, les amas globulaires vont être dépouillés de tout le gaz qu'ils contiennent et donc ces amas globulaires vont former des étoiles à un instant donné, mais ensuite, de par leur passage à travers le disque de la galaxie, seront dépouillés de leur gaz et ne pourront plus former des étoiles nouvelles. Par conséquent, les amas globulaires sont effectivement des objets dont on peut déterminer l'âge par la méthode que je viens de vous décrire. Pour les plus vieux amas globulaires que l'on a dans notre galaxie, on estime leur âge dans une fourchette entre 11 et 18 milliards d'années. Donc là, on va beaucoup plus loin que ce que l'on avait pu faire avec la Terre ou le Soleil. On voit que d'après l'âge de ces amas globulaires, notre univers a un âge au moins de 11 à 18 milliards d'années. On ne peut pas être plus précis aujourd'hui, ça c'est la barre d'erreur que l'on a sur la détermination de l'âge de l'univers avec ces amas globulaires. Intéressons-nous maintenant au modèle cosmologique, qui est donc ce modèle qui va nous permettre de donner un âge à l'univers et de construire en fait toute l'histoire de l'univers des premiers instants à nos jours. Ce modèle repose sur une observation cruciale qui est la suivante. Lorsque l'on étudie des galaxies dans l'univers, on se rend compte que toutes ces galaxies semblent s'éloigner de nous. C'est une observation qui remonte à près d'un siècle avec des observations d'un astronome américain, Edwin Hubble, et avec la modélisation mathématique d'un chanoine belge, Georges Lemaître. Tous deux, dans les années, donc à la fin des années 1920, se sont rendus compte que l'explication à donner au fait que toutes les galaxies semblaient s'éloigner de nous, c'est le schéma que je vous montre ici est une version moderne de l'observation qu'ils avaient menée. Donc, toutes les galaxies semblent s'éloigner de nous. La vitesse des galaxies, c'est une vitesse d'éloignement des galaxies en fonction de leur distance. Et le fait que ces galaxies s'éloignent toutes de nous s'interprète par le fait que l'univers est en expansion. Et donc ça, c'est vraiment la base de ce qu'on appelle le modèle du Big Bang, c'est l'expansion de l'univers. Et qui plus est, ce que l'on voit aujourd'hui de façon très nette, comme indiqué sur ce graphique, c'est que la vitesse de récession, donc la vitesse d'éloignement des galaxies, est proportionnelle à la distance de ces galaxies. Plus les galaxies sont éloignées de nous, plus elles s'éloignent avec une vitesse importante. Et donc, la loi qu'on appelle aujourd'hui la loi de Hubble nous donne directement un coefficient de proportionnalité H entre la vitesse d'éloignement des galaxies et leur distance. Je suis désolée, il faut que j'éteigne mon téléphone. Voilà. Alors, petite analogie simple. Vous quittez votre établissement et vous vous rendez chez vous. Si vous savez que vous marchez à une vitesse de peu près 4 km/h, que vous avez une distance de 2 km à parcourir, vous déterminez le temps qu'il vous faut pour parcourir ces 2 km. De la même façon, on peut imaginer que si on connaît le taux d'expansion de l'univers, on va pouvoir calculer l'âge de l'univers en remontant à l'instant où les galaxies qui sont réparties dans l'univers, comme on l'observe aujourd'hui, étaient toutes confondues en un point unique. Donc en fait, on peut identifier l'âge de l'univers en faisant tourner le film à l'envers et en remontant l'expansion, c'est-à-dire que l'on repart de l'univers que l'on observe aujourd'hui. Au lieu de continuer l'expansion que l'on observe, on fait au contraire une recontraction pour remonter à l'instant initial où toutes les galaxies étaient en un même point. Et donc, est-ce que l'on connaît ce taux d'expansion? L'ordre de grandeur, je vous le donne ici, c'est en gros 70 km par seconde et par mégaparsec. Kilomètre par seconde, c'est l'unité de la vitesse, qui est donc cet axe vertical ici. Mégaparsec, c'est une unité de distance qui est couramment utilisée en astronomie. Le parsec, c'est une distance qui équivaut à 3 × 10^16 mètres ou 3 × 10^13 kilomètres, et méga pour le 10^6. Alors, reprenons cette même relation extrêmement simple. Le temps, c'est le rapport de la distance à la vitesse. La vitesse, on a vu qu'elle est proportionnelle à la distance par ce facteur de proportionnalité qui est le taux d'expansion de l'univers, dont on connaît approximativement la valeur, ici, 70 km/s par mégaparsec.
Les termes de distance se simplifient. Je vous ai converti ici l'unité de H0 pour que l'on puisse revenir en secondes. Et ce que l'on trouve, c'est un âge qui est égal à 14 milliards d'années, le temps étant tout simplement ici proportionnel à l'inverse de cette constante de Hubble. 14 milliards d'années pour l'âge de l'univers, oui, mais à condition que le taux d'expansion soit constant, comme on le voyait. Si maintenant, la vitesse à l'arrivée est toujours la même, 4 km par seconde, mais vous savez que vous marchiez plus rapidement en partant, alors la vitesse, le temps de parcours est nécessairement inférieur. Et pourquoi je vous mentionne cet exemple? Parce que l'expansion est-elle à taux constant? Ben non. Pourquoi? Parce qu'un taux constant ne peut provenir que dans un univers vide. Or, l'univers n'est naturellement pas vide. On a vu que l'univers contient du gaz, des planètes, des galaxies. L'univers contient au minimum une grande quantité de matière. Or, la matière ne peut que graviter. La gravitation n'est qu'attractive, donc la présence de matière dans l'univers ne peut que s'attirer mutuellement et ralentir l'expansion de l'univers. Et donc, c'est exactement l'analogie que je vous mettais ici. Si l'expansion de l'univers est ralentie, on voit que ça veut dire que pour remonter à une distance ou à une distance donnée pour notre distance entre les galaxies, par exemple, le ralentissement de l'expansion de l'univers va réduire ce temps de parcours. Alors, on le voit ici, je reviens cette fois-ci à l'expansion de l'univers. Le ralentissement provoqué par la présence de matière dans l'univers rajoute un coefficient correctif ici de l'ordre de 2/3 et on trouve un âge alors de 9 milliards d'années pour l'âge de l'univers. Donc, une autre façon d'illustrer la présence de matière est montrée ici. Donc, ceci illustrait l'expansion de l'univers sous l'effet d'un taux d'expansion constant. Donc, vous avez la position aujourd'hui ici avec la mesure du taux d'expansion aujourd'hui, c'est ce fameux coefficient H0. Mais si l'expansion était plus rapide par le passé, alors on voit que ça ramène l'origine de l'univers, ce temps zéro, beaucoup plus près de nous que dans le cadre d'une expansion à taux constant. Bon, soit, donc on a un âge de l'univers qui est de 9 milliards d'années. Mais je vous rappelle que les amas globulaires nous disaient qu'une limite inférieure à l'âge de l'univers est plutôt de l'ordre de 11 à 18 milliards d'années. Et donc là, on a un problème. On a notre modèle qui nous prédit un âge inférieur à l'âge des plus vieux constituants de l'univers. Alors, quelle est l'origine de ce problème? On a vu que ce nouvel âge, on l'a déterminé par la composition de l'univers. On a vu que l'univers contient des étoiles, des galaxies, donc de la matière. En pratique, il contient même beaucoup plus de matière que juste ces étoiles et ces galaxies. La majeure partie de la masse de l'univers est contenue sous une forme de matière noire. Alors, d'où savons-nous que l'univers doit contenir de la matière noire? Je vous en donne un seul exemple ici, c'est sur les vitesses à laquelle les étoiles tournent dans les galaxies spirales. Vous avez ici, ce sont des vues d'artistes, des simulations qui vous illustrent le phénomène, ce ne sont pas de vraies observations. Vous avez à gauche l'image d'une galaxie sans matière noire, et ce que l'on voit, c'est que le cœur de la galaxie tourne raisonnablement vite, mais l'essentiel de la masse étant ici, par simple loi de Kepler, plus on s'éloigne du cœur de la galaxie, plus la vitesse doit être faible. Donc, c'est la courbe que vous avez en dessous. C'est simplement les lois de la gravité newtonienne. Les lois de Kepler vous montrent que plus vous vous éloignez de la répartition centrale de masse, plus la vitesse doit être faible. Ça, c'est ce que l'on attendrait théoriquement, mais l'image de droite, c'est en pratique ce que l'on observe. Et ce que l'on observe, c'est que quelle que soit la distance où l'on se trouve du cœur de la galaxie, la vitesse à laquelle les étoiles tournent est à peu près constante. Et ceci, ce n'est pas compatible avec une répartition de la matière qui suive celle des étoiles au sein d'une galaxie. Et l'hypothèse la plus défendue aujourd'hui pour expliquer ce phénomène, c'est d'imaginer que les galaxies spirales sont en pratique enveloppées d'un halo de matière noire et dont la masse permet de maintenir des vitesses constantes au fur et à mesure que l'on s'éloigne du cœur de la galaxie. Donc, dans l'univers, on a une grande quantité de matière noire. En fonction de la quantité effective de matière noire, on peut avoir donc une évolution de l'univers encore plus critique que ce que je vous illustrais tout à l'heure. Et si la quantité de matière noire est même très importante, on peut imaginer avoir
un âge de l'univers encore plus court que celui que l'on avait invoqué tout à l'heure. Et en ce qui concerne l'avenir, on peut, au lieu de poursuivre une expansion comme on l'observe aujourd'hui, avoir au contraire une recontraction de l'univers et un avenir ultime sous forme de Big Crunch. Donc ça, c'est compte tenu de la matière qui constitue notre univers. Mais est-ce que l'univers s'arrête là? Est-ce que c'est uniquement de la matière? Ben, vu la question, vous vous doutez que la réponse c'est non. On s'est rendu compte depuis maintenant une vingtaine d'années que ce qui constitue l'essentiel du bilan énergétique de notre univers, ce n'est pas même de la matière, c'est un nouveau fluide qui, au contraire de la matière, agit antigravitationnellement et provoque l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc, comme je vous le disais, la matière ne peut que ralentir l'expansion de l'univers. Donc, la présence de cette accélération de l'univers, ça nécessite une nouvelle composante à laquelle on a donné le nom d'énergie noire. Et donc, je vous illustre ici l'effet de cette énergie noire. Ben, si le ralentissement de l'expansion provoqué par la matière réduit l'âge de l'univers, tout au contraire, l'accélération de l'expansion de l'univers provoquée par l'énergie noire va au contraire allonger l'âge de l'univers, comme illustré sur ce graphique-ci. Alors, en ce qui concerne la compréhension de notre univers, c'est extrêmement problématique, puisqu'on a l'essentiel de notre univers sous la forme de composantes noires. Donc, qui dit noir dit en fait qu'on ne les connaît pas. Mais par contre, en ce qui concerne l'âge de l'univers, ben, ça va résoudre une grande partie de nos problèmes. Parce qu'en pratique, compte tenu de ce que l'on sait aujourd'hui sur la quantité de matière noire et d'énergie noire qui compose notre univers, on peut avoir notre modèle de la variation de la constante d'expansion avec le temps, qui est précisément calculé et qui nous donne l'évolution qui est illustrée ci-dessous. Donc tout d'abord, alors que dans les premières phases de l'expansion de l'univers, c'est la matière qui va dominer la composition de notre univers. On a alors un ralentissement ou une décélération de l'expansion de l'univers, comme on l'avait prédit pour un univers constitué essentiellement de matière. Seulement cette matière, au fur et à mesure de l'expansion, va se diluer, tout simplement parce qu'on a la même quantité de matière, mais dans un volume de plus en plus grand. L'énergie noire a une propriété bien spécifique qui est d'avoir une densité constante indépendamment du volume. Et donc, peu à peu, l'énergie noire va prendre le dessus et provoquer l'accélération que l'on observe aujourd'hui de l'expansion de l'univers. On a à peu près 7-8 milliards d'années de décélération, 6 milliards d'années d'accélération, et l'un dans l'autre, ce modèle nous donne un âge de l'univers de 13,8 milliards d'années, ce qui cette fois est en parfait accord avec la limite inférieure de 11 à 18 milliards d'années qui a été déterminée à partir de la datation des amas globulaires. Ceci, c'est la composition de notre univers et la prédiction que l'on en tire sur son expansion et son âge. Donc l'âge, c'est une des informations qui nous intéresse ici, mais ce que je veux vous montrer, c'est que ce modèle est extrêmement bien ficelé. Donc voici la composition de l'univers aujourd'hui. Donc comme je vous disais, l'essentiel de la composition est sous forme de composantes inconnues, composantes sombres, matière noire pour 25%, énergie noire pour 70%. Seuls 5% de l'ensemble de notre univers est sous cette forme d'étoiles et de galaxies visibles. Néanmoins, ça nous permet d'avoir un modèle d'évolution de l'expansion et de formation de l'univers qui est extrêmement bien ficelé. Pour vous donner juste quelques exemples, la flèche du temps que vous voyez ici est colorée parce que l'univers initial est extrêmement dense et donc également extrêmement chaud. Et donc la couleur que je vous montre ici, c'est en fait la température de l'univers. On démarre avec un univers petit, dense et extrêmement chaud, et au fil du temps, cet univers étant en expansion se refroidit, et en fait toute l'histoire de l'univers est modélisée par la température qu'il y a à un instant donné. Et en particulier, lorsque la température a suffisamment baissé, on va pouvoir avoir la formation des premiers noyaux dans l'univers à partir des neutrons et des protons qui forment le plasma initial. Ces noyaux vont se combiner entre eux pour donner les éléments plus lourds. Et en particulier, toute la phase qui a précédé la formation des premiers noyaux, quand la température était trop élevée pour que le deutérium ne soit plus photodésintégré, on a la désintégration naturelle des neutrons en protons. Donc si on part initialement d'un équilibre, d'une situation en équilibre où on avait la même quantité de neutrons et de protons, on voit que en
quelques secondes, certains neutrons se seront désintégrés en protons, donc on aura un excédent de protons. Et donc, si tous les neutrons ensuite vont se combiner en deutérium, les protons qui vont rester vont former l'hydrogène que l'on a aujourd'hui dans l'univers. Le deutérium va former l'hélium, etc. Et donc, finalement, si on arrive à mesurer le rapport entre la quantité d'hydrogène et la quantité des éléments plus lourds que l'on a aujourd'hui dans notre univers, ça nous permet de vérifier le temps qui s'est écoulé avant la formation des premiers noyaux. Et c'est effectivement ce que l'on peut faire à partir d'étoiles extrêmement anciennes. Et on peut valider qu'il s'est effectivement écoulé entre 1 seconde et 3 minutes pour ce que l'on appelle la phase de nucléosynthèse primordiale ou Big Bang Nucleosynthesis, c'est-à-dire la formation des premiers noyaux dans l'univers. Autre étape clé de l'histoire de l'univers, quand la température de l'univers a continué à chuter suffisamment pour que cette fois-ci on puisse avoir la formation des premiers atomes, c'est-à-dire que les électrons se sont combinés avec ces noyaux que l'on avait formés pour former des atomes neutres, l'univers devenant neutre, les photons sont alors libres de se propager, on n'est plus dans un plasma, on est dans un univers neutre, et on a d'une part les galaxies qui vont pouvoir commencer à se former, et d'autre part la toute première image de l'univers. Cette époque-ci, c'est la transition entre le plasma antérieur, l'univers neutre par la suite. Et c'est la même transition que ce que vous avez par exemple à la surface du Soleil. À l'intérieur du Soleil, vous avez un plasma qui ne permet pas aux photons qui seraient émis dans ce plasma de s'échapper directement vers l'extérieur, tandis qu'une fois que vous franchissez la surface du Soleil, la lumière se propage librement jusqu'à nous. Et donc cette image-ci, c'est effectivement une image qui représente l'instant de transition dans l'univers entre le plasma initial et l'univers neutre par la suite. C'est une image qui contient toute l'information de la transition qui s'est effectuée lorsque l'univers avait 380 000 ans. Et donc, où va-t-on par la suite? Au bout de 800 millions d'années, on forme les premières étoiles. Donc, vous voyez qu'il s'écoule encore pas mal de temps. Et l'âge de l'univers aujourd'hui, donc on l'avait vu d'après ce modèle, c'est pas loin de 14 milliards d'années. Juste un petit film ici qui vous montre une modélisation de l'effondrement justement de ces structures initiales. Donc on partait d'un univers extrêmement homogène et peu à peu, donc ce film s'écoule d'un âge de 100 millions d'années jusqu'à 14 milliards d'années, donc jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez dans les zones les plus denses la formation des premières étoiles, galaxies, etc. Tandis que vous avez des tas de zones extrêmement diffuses qui contiennent très très peu de matière dans l'univers. Et cette simulation-ci, on peut la comparer aux données observationnelles. Donc, vous avez à droite une simulation des plus grandes structures dans l'univers et à gauche de véritables données. C'est une cartographie tridimensionnelle qui a été faite à partir d'un relevé de galaxies, un relevé cosmologique. Donc, toutes les galaxies que vous voyez ici, là, on se balade dans cette structure de l'univers et les positions des galaxies sont des positions réelles qui ont été mesurées de façon tridimensionnelle grâce à un relevé dédié. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'on retrouve dans la distribution réelle cette même structuration, donc des régions très denses, des régions vides, tout comme on a dans des simulations de volumes comparables. Et donc, notre modèle nous permet d'expliquer l'histoire de l'univers de façon très précise, de quelques secondes, jusqu'à pas loin de 14 milliards d'années. Alors, c'est vrai, on arrive à très très bien expliquer tout ce qui se passe sur presque 14 milliards d'années, sauf pour les tout premiers instants. Et donc, les tout premiers instants, c'est vraiment les tout premiers instants. C'est-à-dire qu'en deçà de 10-43 secondes, on ne sait plus expliquer ou prédire ce qui a pu se produire. Pourquoi? Mais parce qu'à cet instant-ci et les instants antérieurs, la température est telle que les théories physiques prédisent que les 4 forces fondamentales, les quatre interactions fondamentales doivent être unifiées. Donc ces 4 interactions, c'est l'électromagnétisme, l'interaction faible, l'interaction forte. Celles-ci, on sait de fait les unifier. Par contre, il faudrait également à ces températures-là unifier la gravité. Et ça, on n'a pas de support théorique à ce jour pour unifier, pour avoir une explication cohérente de ces 4 forces simultanément. Et donc, en deçà 10-43 secondes, on n'a plus de support théorique pour l'expliquer et donc toute
toute la physique et toute l'histoire de l'univers sur cet tout premier instant, ce n'est plus de la science, mais c'est de la science-fiction. Donc on peut imaginer plusieurs origines possibles à notre univers, un Big Bang, l'origine classique de ce modèle du Big Bang justement, mais on pourrait également imaginer un univers à rebond, donc pas de temps zéro, ou des multivers, donc plusieurs univers parallèles où chacun aurait son temps propre, etc. On vient donc de voir qu'on a un modèle cosmologique qui nous explique toute l'histoire de l'univers sur pas loin de 14 milliards d'années, avec une très très bonne précision et une confrontation aux observations qui est remarquable. On arrive à expliquer la formation des premiers noyaux, des premiers atomes, des premières étoiles, et l'évolution de ces étoiles pour former les structures que l'on observe aujourd'hui dans l'univers, donc non seulement les étoiles, mais également les galaxies, et même la distribution tridimensionnelle des galaxies dans l'univers est reproduite par notre modèle. Donc, arrivons-en à la question que l'on se posait au départ, est-ce que l'on connaît vraiment l'âge de l'univers? Alors, je vous ai montré qu'on avait un modèle, que ce modèle se confrontait avec succès aux données, et on va pouvoir, avec ce modèle-ci, en fait, mesurer directement la fameuse constante de Hubble, cette constante H0, qui est le taux d'expansion aujourd'hui, et qui, d'après notre modèle, est liée à l'âge de l'univers. L'information que l'on va utiliser, c'est justement cette information de la transition lorsque l'univers a 380 000 ans entre le plasma primordial et l'univers neutre. C'est l'image la plus ancienne que l'on ait de l'univers. Cette image, en pratique, on ne l'observe pas telle qu'elle. C'est le résultat d'une analyse complexe qui a été notamment un des grands succès d'un satellite qui s'appelle Planck et qui a pris des données pendant 4 ans. C'est un satellite européen qui a observé le ciel dans le domaine micro-ondes, millimétrique, mais non pas avec un seul détecteur, mais un ensemble de détecteurs fonctionnant à 9 fréquences différentes, et ce sont les 9 cartes que vous voyez ici. Sur ces 9 cartes, vous pouvez reconnaître l'image que vous voyez en haut, mais en fait, chacune des cartes n'est pas le signal d'une seule source, mais une superposition de signaux provenant de plusieurs sources différentes. Notamment ici, aux plus grandes fréquences, on voit que le signal est dominé par l'émission de notre propre galaxie. Le trait que vous voyez ici dans toutes ces images, c'est le plan galactique et dont l'émission domine complètement aux plus hautes fréquences. Et en particulier, c'est la poussière qui est contenue dans le plan de cette galaxie qui domine l'émission. À d'autres fréquences, on voit que c'est ce fameux fond diffus cosmologique, donc c'est la fameuse carte qui nous intéresse qui domine. À d'autres fréquences, on voit les amas globulaires justement qui peuvent avoir des contributions, des amas de galaxies également qui peuvent briller particulièrement dans ces longueurs d'onde-là, etc. Donc l'idée, c'était d'observer le ciel à 9 fréquences différentes et d'une certaine façon faire une résolution d'équations comme si on avait 9 équations avec 9 inconnus pour aller identifier la contribution de chacune de ces inconnus. Et c'est ainsi qu'on a pu sortir la carte de la contribution du fond de rayonnement cosmologique. Donc ici, c'est vraiment une carte tridimensionnelle dans laquelle il n'y a plus du tout la marque de notre galaxie, qui de fait ne doit pas imprimer cette carte à ces instants-là. Et donc, on a la carte que l'on veut utiliser. Que fait-on ensuite à partir de cette carte ? L'information qui nous intéresse est une information statistique. C'est en fait quelles sont les quantités importantes dans cette carte. Et on les détermine à partir d'une analyse spectrale, comme on peut le faire pour un son. Donc, je vous montre ici une analogie avec l'analyse spectrale d'un son. Prenez une clarinette à laquelle vous demandez de jouer le La. La 440. Vous avez ici le signal correspondant à l'émission de ce son en fonction du temps, sur lequel vous voyez clairement un signal dominant approximativement sinusoïdal, modulé par des sinusoïdes à des fréquences plus élevées. Si vous regardez l'analyse spectrale de ce signal, donc la transformée de Fourier de ce signal, vous retrouvez un fondamental qui est la sinusoïde principale et qui correspond au son que vous aviez souhaité émettre avec votre clarinette. Donc, c'est le fameux La à 440 Hz. Mais vous voyez également apparaître certaines harmoniques qui sont les modulations que l'on voit dans notre signal temporel également.
Ce qui est intéressant, c'est de savoir que un même son peut avoir une analyse spectrale différente, un spectre de Fourier différent selon l'instrument qui a émis le son. Donc là, j'ai la représentation du spectre de puissance d'un Ré 600, donc une fréquence légèrement plus élevée émise par un piano, émis par un piano. Et ce que l'on voit, c'est que non seulement la note est différente, donc le fondamental va apparaître non plus à 440 Hz, mais à 600 Hz, mais la forme, la richesse de ce son est également différente. Vous voyez que la répartition des harmoniques par rapport au fondamental n'est pas du tout la même. Et vous pouvez même constater, par exemple, que le fondamental n'est plus un Dirac, mais à une certaine largeur. Et ça, c'est la notion de timbre que vous avez dans un instrument. Différents instruments, vous êtes capable de les identifier parce que même s'ils jouent la même note, le son que vous identifiez n'est pas tout à fait le même. Et donc, on voit qu'il y a une grande richesse à faire cette analyse spectrale, que ça nous permet non seulement de déterminer une fréquence fondamentale, mais également des tas de propriétés supplémentaires en fonction des largeurs de ces différents pics. Donc là, c'est pour le son, mais revenons à notre univers. On fait exactement la même analyse, seulement l'information, c'est plus une information temporelle qu'on a ici, c'est une information spatiale. Et donc, la transformée de Fourier va non plus être en Hertz, mais ici en mode inverse, en échelle finalement, en résolution. Donc, les plus grandes échelles se trouvent à gauche, les plus petites échelles à droite. Donc, ici, on a l'information sur aux très grandes échelles dans l'univers, et ici, on a l'information sur les plus petites structures que l'on a dans cette carte. C'est ce qui est illustré ici. Vous voyez qu'au fur et à mesure que l'on se balade dans le spectre de notre carte, on analyse des structures de plus en plus fine. Et voici maintenant la transformée de Fourier, le spectre de puissance de notre carte initiale, avec, par analogie avec ce qu'on disait tout à l'heure, un fondamental ici et des harmoniques qui contiennent également un certain lot d'informations, en particulier avec les rapports d'amplitude entre les harmoniques et le fondamental, etc. Et ces informations, ce sont justement de cette analyse spectrale que l'on va tirer l'information de la quantité de matière noire, de matière ordinaire, d'énergie noire, etc., que l'on a dans notre univers. À partir de là, on va essayer de déterminer le taux d'expansion aujourd'hui. Donc, comment va-t-on faire? On voit que on a des tailles caractéristiques des structures dans cette carte. C'est le fondamental que l'on avait ici. Cette taille caractéristique, on peut la mesurer, mais on peut également la déterminer d'après notre modèle. Cette taille caractéristique n'est rien d'autre que la taille de l'univers lorsque l'univers avait 380 000 ans et que cette carte a été émise. Or, la taille causale de l'univers à cette époque-là, c'est la vitesse du son dans le plasma fois l'âge de l'univers lorsque la carte a été émise. Le CMB que je montre ici, c'est en fait l'acronyme anglais pour ce fond diffus cosmologique, Cosmic Microwave Background. Donc, on a la mesure de la taille caractéristique de ces grumeaux dans la carte initiale. On a par ailleurs la possibilité, comme on vient de le faire par notre analyse spectrale, de mesurer leur taille angulaire caractéristique. Et quand on a une taille angulaire et une taille en absolu, on peut en déterminer la distance de cette mesure. Et cette distance, comme on l'a vu, est directement liée par un coefficient de proportionnalité qui dépend de l'évolution de l'univers en fonction de ses constituants au taux d'expansion de l'univers aujourd'hui, cette fameuse constante H0 que l'on cherche à mesurer. Donc ceci, c'est la première approche. On a notre modèle dont on peut mesurer les constituants, en particulier grâce à l'analyse statistique de la carte du fond diffus cosmologique. Mais c'est une mesure qui paraît bien compliquée. Est-ce qu'on ne peut pas le faire localement, puisque l'information qui nous intéresse, c'est le taux d'expansion de l'univers aujourd'hui? Bien sûr que si. On peut également mesurer cette même quantité de façon tout à fait comparable à ce qu'avaient effectué Hubble et Lemaitre il y a maintenant un siècle, en essayant de mesurer ce taux d'expansion avec des objets suffisamment lointains pour qu'on puisse avoir leur distance avec un grand bras de levier et leur vitesse d'éloignement. Les objets qu'on utilise, ce sont des supernovae dites thermonucléaires. D'où proviennent ces supernovae? Petit retour à l'évolution stellaire dont on parlait au tout début, on avait vu que même pour un lot d'étoiles qui seraient nées simultanément, l'ensemble de ces étoiles-là
en fonction de leur masse, ne vont pas se trouver dans le même état d'évolution stellaire. Les étoiles les plus massives initialement vont déjà être sous la forme de géantes rouges. Les étoiles les plus massives auront terminé leur évolution stellaire et seront sous la forme de naines blanches, tandis que des étoiles moins massives commenceront tout juste à migrer vers la phase de géantes rouges. Et donc, imaginons une situation où l'on a deux étoiles en système binaire, c'est-à-dire deux étoiles qui sont liées l'une à l'autre, qui sont nées simultanément, mais parce qu'elles ont initialement une masse différente, ne sont pas au même stade de leur évolution stellaire. Et prenons justement le cas où l'une des étoiles est déjà une naine blanche, donc a terminé son évolution stellaire, elle a évacué les couches périphériques d'hydrogène et elle a un cœur dense et dégénéré de carbone et d'oxygène, tandis que l'autre étoile est encore très grosse, avec une densité extrêmement faible, mais une quantité totale grande d'hydrogène. Ces deux étoiles sont en système binaire et l'étoile la plus dense va pouvoir continuer à attirer la masse provenant de l'étoile diffuse. Ceci dit, la naine blanche est un corps dégénéré dont la stabilité n'est plus assurée et lorsqu'elle continue à accréter l'hydrogène de son compagnon, lorsqu'elle atteint une masse caractéristique parfaitement déterminée de 1,5 fois la masse du Soleil, cette étoile explose, donnant naissance à une supernova. Comme la masse à laquelle elle explose est parfaitement déterminée et les conditions d'explosion sont parfaitement déterminées, on a ce que l'on appelle une bougie standard, un objet dont on connaît la luminosité intrinsèque. Et cette luminosité est extrêmement importante, plusieurs milliards de fois la luminosité du Soleil, et donc ça veut dire que ces étoiles, ces explosions stellaires, ces supernovae, sont visibles à de très très grandes distances dans l'univers. Donc, à vous de jouer maintenant. Voici deux images de la même galaxie, mais prise à deux instants différents. L'image de gauche prise initialement, l'image de droite prise quelques semaines plus tard, et dans l'image de droite, vous avez une supernova qui a explosé. Je vous laisse quelques secondes pour trouver la supernova dans l'image de droite. Alors, je vous donne la réponse, mais j'imagine que la plupart d'entre vous l'avaient remarqué. Voici la supernova qui a explosé. C'est ce point lumineux qui est apparu dans un des bras en spirale autour du cœur de la galaxie. Donc là, on est sur une galaxie extrêmement proche, extrêmement large, et la supernova est parfaitement visible. Quand on cherche un grand nombre de supernovae, les galaxies que l'on observe ne sont pas aussi belles que celles que je viens de vous montrer. Voici un exemple ici. Vous avez une galaxie plus ou moins elliptique. On ne voit pas individuellement les étoiles de cette galaxie. On arrive néanmoins parfaitement à identifier la supernova qui a explosé dans ce disque de la galaxie. Donc là, on est encore dans un cas favorable. Voici maintenant le cas le plus fréquent où vous avez pourtant une galaxie spirale vue de face, la même galaxie spirale observée quelques mois plus tard dans lequel, je vous assure, il y a une supernova qui a explosé. À l'œil, il est impossible de déterminer la position et même l'existence de cette supernova. Donc en pratique, ce que l'on fait pour faire des recherches automatisées de supernovae, on ne repose plus sur des astronomes amateurs qui vont observer des images et parce qu'ils connaissent parfaitement le ciel nocturne, sont capables d'identifier des supernovae comme on le voit ici. On mène un travail de traitement d'images qui consiste à calibrer chacune des nouvelles images pour qu'elles soient la ramener aux conditions comparables à celles de l'image de la référence, c'est-à-dire la résolution, ce qu'on appelle le signe que l'on doit ajuster, l'intensité photométrique également, donc la différence de temps d'exposition que l'on ajuste également. Et on procède alors à une simple soustraction des deux images. Et par cette soustraction, voici ce à quoi on peut arriver. Toute la galaxie a disparu puisque l'on a réussi à aligner photométriquement suffisamment précisément les deux images pour pouvoir faire disparaître les composantes stables. Et la seule chose qui apparaît, c'est la supernova qui a explosé dans le cœur de la galaxie et qui autrement n'était absolument pas visible sur les images de départ. Et donc ça, c'est vraiment un procédé d'analyse d'images très classique en astronomie qu'on appelle la photométrie par différence et qui nous permet de rechercher un grand nombre de supernovae. Alors, qu'est-ce que l'on fait ensuite avec ces supernovae? On veut mesurer le taux d'expansion de l'univers, comme on le faisait initialement avec les galaxies. Alors, on est obligé d'aller chercher des supernovae quand même suffisamment lointaines parce que ce que je vous montrais tout à l'heure, c'était justement un graphique déjà obtenu avec des supernovae. Si on s'intéresse aux galaxies les plus proches,
toutes ne sont pas vraiment dans ce flot d'expansion. Par exemple, la galaxie la plus proche de nous, la galaxie d'Andromède, tombe vers la Voie lactée parce qu'à petite distance, ce sont encore les forces de gravité qui dominent. Donc, on est obligé d'aller suffisamment loin et c'est pour ça qu'on va chercher des supernovae aujourd'hui qui sont aussi brillantes que des galaxies entières lorsqu'elles explosent pour pouvoir mesurer véritablement l'expansion de l'univers. Et donc, ce que l'on veut, c'est deux informations. C'est une information de vitesse que l'on obtient à partir du spectre de la supernova. Et c'est une information de distance que l'on obtient à partir de la photométrie, du flux lumineux. Pourquoi? Parce qu'on a la mesure du flux que l'on observe pour notre supernova. Si l'on connaît la luminosité intrinsèque de la supernova, je vous ai dit que c'était toujours la même, alors on peut en déterminer la distance, à condition évidemment de connaître justement cette luminosité intrinsèque. Et donc, on va être obligé de la mesurer une fois, donc une calibration pour aller déterminer cette constante, mais qui est indispensable pour aller faire des mesures de distance. Cette calibration, c'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose de simple à obtenir. On n'a pas une supernova dans nos laboratoires que l'on peut faire exploser pour aller mesurer la luminosité intrinsèque des supernovae. Cette calibration se fait en 3 étapes. Je vais rapidement vous les décrire ici. Elles sont simples, mais ça montre que la mesure même d'éléments simples comme cette constante n'est pas quelque chose de trivial en astronomie. Première étape, et c'est la seule façon d'avoir des mesures de distance directes pour des objets célestes quelconques, c'est une mesure de parallaxe. La parallaxe, ce n'est rien d'autre que le fait que si vous observez un objet proche avec 2 positions légèrement différentes, vous voyez un déplacement de cet objet proche par rapport aux objets lointains. Vous connaissez tous l'expérience, vous mettez votre doigt relativement près de vous, vous l'observez avec l'œil gauche, avec l'œil droit, et vous avez l'impression que votre doigt se déplace par rapport aux arbres en arrière-plan ou à un mur suffisamment lointain. C'est exactement la même chose en astronomie. Si vous avez une étoile suffisamment proche, quand vous l'observez en janvier, quand vous l'observez en juin, elle ne semble pas avoir la même position par rapport à des étoiles beaucoup plus lointaines. Et donc, ce mouvement apparent des étoiles proches permet, puisque l'on connaît l'orbite de la Terre autour du Soleil, de faire une mesure de parallaxe, c'est une simple triangulation qui nous permet de déterminer la distance de cette étoile à l'observateur. Donc une mesure de parallaxe est une mesure directe qui nous permet de déterminer la distance des étoiles les plus proches. Qu'est-ce que l'on fait à partir de là? On utilise cette première étape pour aller calibrer une deuxième étape. On va mesurer la parallaxe de certaines étoiles qu'on appelle des céphéides, qui sont des étoiles pulsantes. Ces étoiles pulsantes ont une propriété intéressante, à savoir que leur période de pulsation ou de fluctuation est proportionnelle à leur luminosité. Et donc, la luminosité, si on arrive une fois de plus à mesurer la luminosité intrinsèque de ces objets, on va pouvoir les utiliser en tant que calibrateur de distance. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise la distance des céphéides les plus proches par une mesure de parallaxe pour aller déterminer leur luminosité qui est ensuite utilisée en association à ces périodes de fluctuation sur des céphéides plus lointaines. Donc, pour les céphéides proches, on va utiliser la parallaxe pour aller connaître leur distance et en déterminer leur luminosité, ce qui nous permet de calibrer la relation période de pulsation-luminosité. Et cette relation-là, c'est celle que l'on va utiliser maintenant avec, je vais dans le mauvais sens, avec des supernovae qui auront explosé dans des galaxies dans lesquelles on a également des céphéides. Donc maintenant, on sort de la Voie lactée, on utilise ces étoiles variables, des céphéides, dans des galaxies lointaines, mais dans lesquelles on a également des supernovae. Et donc, puisque l'on a pu déterminer la distance des céphéides, ça veut dire que pour certaines galaxies, on a pu également connaître leur distance, et c'est ainsi que l'on va déterminer la luminosité intrinsèque des céphéides, que l'on va pouvoir ensuite appliquer à toutes les supernovae. Je suis désolée pour l'ensemble de lapsus entre céphéides et supernovae, mais j'espère que vous avez suivi. Donc maintenant qu'on a pu calibrer la luminosité intrinsèque des supernovae, on va pouvoir utiliser cette luminosité intrinsèque pour toutes les supernovae que l'on a dans l'univers et faire notre mesure de diagramme distance en fonction de leur vitesse d'éloignement.
Ce diagramme nous permet, extrapolé à aujourd'hui, de faire une mesure précise de la constante de Hubble aujourd'hui. Donc, on a deux approches pour mesurer cette constante de Hubble. L'approche locale, celle qui repose sur les supernovae que je viens tout juste de vous décrire. L'approche primordiale, qui cette fois-ci repose sur tout notre modèle de l'histoire de l'univers. Je vous donne les deux valeurs auxquelles on aboutit. 67 km par seconde et par mégaparsec pour l'approche primordiale, 74 km par seconde et par mégaparsec pour l'approche locale avec les supernovae. Ces deux constantes nous permettent également d'être convertis en âge de l'univers et on voit que dans les deux cas, on a un âge de l'univers de l'ordre à 13 à 14 milliards d'années. Finalement, on pourrait se contenter de ça. Ce n'est pas grave que l'univers ait 12,6 plutôt que 13,8 milliards d'années. Ça ne remet pas complètement en cause notre modèle. Par contre, ce qui est vraiment problématique, c'est la barre d'erreur de cette mesure. Ce que l'on voit, c'est que l'écart entre nos deux mesures est beaucoup plus important que l'incertitude que l'on en a sur chacune de ces mesures. Et ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire que l'on n'a pas une cohérence entre la barre d'erreur que l'on estime et deux approches indépendantes pour mesurer la même quantité. Alors, je suis presque au bout, je veux juste vous montrer un graphique plus scientifique sur le problème que je viens de soulever. Voici plusieurs mesures de la constante de Hubble aujourd'hui, donc ce taux d'expansion de l'univers aujourd'hui en fonction de l'année de publication, par les deux approches que je vous ai indiquées. Donc, on a en bleu ici les mesures dites locales, donc à partir des supernovae, et en rouge les mesures à partir de l'approche primordiale, donc à partir de l'analyse statistique de ce fond diffus cosmologique avec le satellite Planck, ce sont les lettres P que je vous indique ici, et un satellite antérieur, WMAP, qui avait mené une analyse comparable. Donc, si dans les années 2000, tout semblait aller très bien parce qu'on avait des incertitudes sur ces mesures qui étaient suffisamment grandes pour pouvoir prendre en compte tout décalage entre les deux approches, on voit qu'au fil du temps, et aujourd'hui, en 2020, on a un décalage très significatif entre ces deux approches. Et cette tension est suffisamment intense pour qu'elle soit le domaine de recherche de milliers de chercheurs dans l'univers, dans le monde. Vous voyez ici, juste depuis 2017, j'ai compté plus de 300 articles qui s'intéressent à ce problème, plus de 7000 citations, c'est-à-dire d'autres chercheurs qui ont mentionné ces articles dans leurs travaux comme base de leurs études, et à travers le monde, ce sont des milliers de chercheurs qui s'interrogent sur cette tension entre les deux approches de mesure du taux d'expansion de l'univers. Et juste pour terminer, je vous montre que ce ne sont pas uniquement les deux approches que je vous ai décrites ici, mais pour ce que l'on pourrait appeler la route primordiale, on a maintenant d'autres façons d'aborder cette même question, donc pas uniquement à travers l'analyse statistique de la carte du fond diffus cosmologique, mais également en s'intéressant à la répartition tridimensionnelle des galaxies dans l'univers, comme le film que je vous montrais tout à l'heure. On arrive également à avoir une estimation du taux d'expansion de l'univers en prenant en compte tout ce modèle du Big Bang que l'on a pourtant bien testé, et on a toujours des valeurs assez basses du taux d'expansion aujourd'hui, tandis que l'approche locale s'est également étoffée d'un grand nombre d'approches complémentaires et indépendantes des supernovae et qui toutes donnent une valeur haute du taux d'expansion de l'univers et donc une valeur basse de l'âge de l'univers. Voilà, donc en conclusion, on a aujourd'hui un modèle du Big Bang qui décrit de façon absolument remarquable l'intégralité de l'histoire de l'univers de pas tout à fait 0, mais 10 moins 43 secondes, jusqu'à pas loin de 14 milliards d'années. Et ce modèle a été testé à différentes époques cruciales de l'évolution de l'univers et à chaque fois avec une cohérence absolument redoutable. Cependant, on a aujourd'hui sur la mesure de la constante de Hubble, ce taux d'expansion aujourd'hui, un désaccord de l'ordre de 5%, supérieur aux incertitudes de mesure de chacune des approches prises indépendamment, et donc qui reste absolument à élucider pour valider encore davantage notre modèle, ou alors aller chercher des modifications à ce modèle pour pouvoir intégrer ces deux valeurs que l'on a par des approches différentes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je prendrai maintenant des questions. N'hésitez pas à en poser.
Oui, alors on en a dans le chat, notamment la première qui est posée par Tom, et c'est comment fonctionne la datation radioactive. Ah, ben là, c'est tout un pan de la physique nucléaire. La datation radioactive consiste à mesurer les rapports entre des produits initiaux radioactifs et des produits de fission. Et on connaît le taux de décroissance, c'est-à-dire la loi qui est une exponentielle, qui permet d'évaluer la fraction de la composante initiale qui va se désintégrer pour donner la composante fils au fil du temps. Et donc, en mesurant le rapport entre la quantité de l'élément chimique produit par rapport à la quantité de l'élément chimique initial, on arrive à déterminer le temps qui s'est écoulé entre la formation du noyau initial et aujourd'hui. Et donc, c'est le processus qui est très, très fréquemment appliqué aujourd'hui pour faire des tas de datation. On a pu dater des tableaux, par exemple, en faisant des prélèvements dans des peintures du Moyen-Âge et à partir voilà, du taux de plutonium, du taux d'uranium pour les datations de l'âge de la Terre, on arrive comme ça à faire des mesures redoutablement précises. Il faut juste aller chercher l'élément radioactif dont la durée de vie, enfin la durée de demi-vie plutôt, est de l'ordre de grandeur de l'âge que l'on cherche à mesurer. Pour l'uranium, c'est des millions d'années. Dans d'autres cas, c'est ou des milliers. Je me trompe, millions, milliards. Dans d'autres cas, ce sont des durées beaucoup plus brèves et on adapte donc l'élément radioactif à la période que l'on veut mesurer. D'accord, merci. Il y a une personne anonyme qui nous dit d'abord, dans un premier temps, bonsoir et merci pour la conférence. Peut-on utiliser la forêt Lyman alpha pour essayer de dater l'univers? Oh, c'est fantastique. La forêt Lyman alpha, il se trouve que c'est vraiment mon grand domaine de recherche. Alors, la forêt Lyman alpha, c'est la mesure de l'hydrogène diffus dans l'univers lointain. Et l'hydrogène, c'est pas une forêt Lyman alpha. Donc, ce que l'on appelle là, c'est la transition, la première transition électronique de l'hydrogène entre les niveaux n égale 1 et n égale 2, qui est une transition à une fréquence bien connue. Et comme il y a beaucoup d'hydrogène dans l'univers, si l'on observe des objets lointains, lorsque leur lumière traverse l'hydrogène, leur lumière va être absorbée par cette transition électronique qui se produit en raison de la présence d'hydrogène sur la ligne de visée. Et alors là, ça devient difficile. C'est presque un cours de cosmologie, donc je vais essayer d'être raisonnablement bref quand même. Je disais que les vitesses se mesuraient à partir de spectres. Et en fait, ce que l'on fait, c'est que la lumière de ces objets distants va nous servir comme traceur de l'expansion de l'univers. Parce que une absorption qui dans le laboratoire se fait à une longueur d'onde parfaitement déterminée, lorsqu'on l'observe dans un événement ou dans un astre lointain, cette longueur d'onde est modifiée par la vitesse d'expansion de l'univers à cet endroit-là. C'est la même chose qu'un effet Doppler quand vous avez une voiture, vous êtes arrêté sur le bord de l'autoroute et vous avez une voiture qui se rapproche de vous, vous avez le son qui semble beaucoup plus aigu que quand la voiture s'éloigne. Et cet effet Doppler vous donne le fait que la fréquence du son dépend de la vitesse et du déplacement de la voiture par rapport à vous. De même, dans l'univers, la fréquence à laquelle vous observez une transition électronique connue va être modulée par l'expansion de l'univers, qui revient à une vitesse d'éloignement. Et donc, vous arrivez ainsi, en observant des objets lointains, à avoir des raies d'absorption très fréquentes en raison de tout l'hydrogène qui est contenu dans l'univers et qui vous donne la distribution d'hydrogène dans l'univers. Et cette forêt d'absorption, cette succession de raies d'absorption, c'est ce qu'on appelle la forêt Lyman alpha. Et oui, on utilise beaucoup la forêt Lyman alpha pour étudier l'évolution de l'univers. Ça nous permet de contraindre la composition de l'univers, la courbure de l'univers, les quantités de matière noire et d'énergie noire. Et donc, finalement, oui, ça permet également de contraindre l'âge de l'univers et le taux d'expansion. D'accord, merci. Ensuite, on a une question de Tia Maritega. Et donc, bonsoir, comment fait-on pour mesurer la taille d'une galaxie?
Alors, je n'ai jamais parlé de taille de galaxie dans cet exposé. Si c'est la taille angulaire, c'est un peu comme les distances caractéristiques que je montrais tout à l'heure. Quand on observe une galaxie, si on observe sa taille angulaire, il nous faut une information supplémentaire qui nous donne la vitesse de récession de la galaxie. Donc en pratique, c'est ce qu'on appelle un décalage vers le rouge ou un redshift dans les termes appropriés. Et ce redshift nous donne le taux d'expansion de l'univers lorsque la galaxie a émis sa lumière. Et en connaissant la taille angulaire et cette position dans le temps, on peut appliquer notre modèle et en déterminer la distance de la galaxie. Donc, on peut le faire à partir de, justement, taille angulaire et redshift. Et le modèle nous donne alors une valeur de la distance de la galaxie. Sinon, on utilise, comme je le montrais, des céphéides dont on connaît la relation entre période de fluctuation et distance. Si on a des céphéides qui explosent dans certaines galaxies, on peut mesurer la distance de la galaxie. Ensuite, la distance angulaire nous donne de nouveau une information sur sa taille. D'accord. Et nous avons ensuite Julien Simon qui demande comment a été trouvé le 2/3. Alors, le 2/3, c'est un calcul qui résulte de la prise en compte de la matière dans l'univers et de l'évolution de la densité de matière avec le temps. Et en gros, c'est ce que je vous disais, c'est que si l'univers a subi une expansion d'un certain facteur, le volume de l'univers aura subi un accroissement du cube de ce facteur d'échelle et la densité, ce sera par conséquent décrue en 1 sur R cube, si on peut appeler R un rayon de l'univers ou en tout cas un facteur d'échelle de l'univers. Et on arrive donc à avoir une prédiction de l'évolution de la densité de la matière avec le temps et c'est ce qui rentre en compte dans le calcul du taux d'expansion de l'univers. Mais là, ça ne se fait pas rapidement, mais c'est un calcul analytique raisonnablement simple qui permet d'obtenir le facteur 2/3 que je vous ai indiqué dans cet exposé. Mais en faisant l'hypothèse que tout ne soit que matière. D'accord. Ensuite, nous avons Antoine Marliot-Marette qui nous demande que se passe-t-il si les conditions initiales de l'univers sont similaires, ressembleraient à la Pangée et non un point, c'est-à-dire que la dérive des continents à partir d'un univers de taille non nulle et non d'un point. Alors, en fait, le modèle du Big Bang repose sur une hypothèse extrêmement simple, c'est que l'univers initialement est homogène et isotrope. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de région de densité différente à une autre région et toutes les directions sont analogues. En pratique, c'est quand même extrêmement bien vérifié. Et en particulier, la carte du fond diffus cosmologique que je vous montrais tout à l'heure, donc cette carte-là, je préfère quand même oui, on la voit ici, mais on la voyait, attendez. Donc voilà, la carte du fond diffus cosmologique. Les petites fluctuations que vous voyez ici, ce sont des fluctuations à l'échelle de 10-5. C'est-à-dire ce sont des fluctuations, des variations de température qui illustrent des variations de densité dans l'univers initial, plus petites que la granularité à la surface de la coquille d'un œuf. Donc, ce sont des variations d'un niveau de 10-5, c'est extrêmement faible. Au premier ordre, si on n'ajuste pas la lutte pour regarder cette image, on a l'impression de voir quelque chose de parfaitement uniforme. Donc, l'hypothèse Pangée ne tient pas la route avec les observations que l'on a aujourd'hui. Ceci, c'est la carte la plus ancienne que l'on a de l'univers et qui nous montre que l'ensemble de l'univers à 380 000 ans était parfaitement, donc à 10-5 près, homogène et de fait également isotrope. Donc c'est vraiment une très très bonne confirmation de cette hypothèse du modèle du Big Bang. D'accord. Ensuite, nous avons une question anonyme et donc c'est est-ce que cette matière noire pourrait être la même que celle à l'origine du phénomène des anneaux d'Einstein? Oui,
Alors, oui, la matière noire, on en a plusieurs indications dans des observations cosmologiques. Je vous en ai juste montré une. Je vous ai montré le phénomène des vitesses en périphérie des galaxies spirales, mais on a beaucoup d'autres manifestations de la présence de matière noire dans l'univers, et en particulier des effets. On peut étudier la déflexion de la lumière, donc les lentilles gravitationnelles causées par des amas de galaxies ou des astres très denses sur la ligne de visée d'un objet plus lointain. Et dans certaines configurations, on peut avoir justement ce qu'on appelle des anneaux d'Einstein, c'est-à-dire des lentilles gravitationnelles qui déforment complètement jusqu'à former des anneaux d'un objet en arrière-plan qui autrement aurait dû être ponctuel ou en tout cas cohérent, et qui apparaît comme soit plusieurs images, soit un anneau autour de l'objet qui agit comme une loupe gravitationnelle et qui est une condensation de matière en raison d'une présence de galaxies ou d'un amas de galaxies. Et donc, on peut, à partir de ces phénomènes de lentilles gravitationnelles, déterminer la masse de la composante centrale qui a servi de loupe gravitationnelle. Et de nouveau, on se rend compte effectivement que la masse nécessaire est beaucoup plus importante que la masse que l'on a dans la galaxie qui agit comme loupe, ou l'amas de galaxies, et on invoque de nouveau de la matière noire qui est la même effectivement que celle dont j'ai parlé dans cet exposé. Donc on a plusieurs observations en cosmologie qui nécessitent un supplément de matière par rapport à la matière visible. Dans tous les cas, on l'appelle matière noire, mais son impact est effectivement le même, et a priori, on estime qu'il y a une grande quantité de matière noire dans l'univers. On espère de nature unique, même si on n'en a pas encore, on ne l'a pas encore observé ni validé, mais c'est a priori la même. À chaque fois que vous entendrez parler de matière noire, je pense, ce sera toujours de la même chose dont il s'agit. D'accord. Et ensuite, on avait une question de Tom qui est les univers parallèles sont-elles vraiment une possibilité? Peut-on vraiment les expliquer grâce à certains neutrons qui traverseraient les différents univers? Alors, les univers parallèles, donc c'est l'hypothèse que j'ai évoquée ici. Que se passe-t-il à temps zéro? Alors, les univers parallèles, c'est la même chose que ce qu'on pourrait appeler multivers, c'est-à-dire on pourrait imaginer que notre univers soit finalement juste un tirage aléatoire d'un certain jeu de données, et qu'il aurait existé un autre tirage qui aurait pu provoquer un autre univers, et bon, une vue d'artiste de ce que pourrait être des univers parallèles est illustrée ici. On pourrait avoir plusieurs bulles. Mais que se passe-t-il si ces bulles n'ont aucun moyen de communiquer entre elles, et c'est le cas, on n'a aucune indication aujourd'hui dans notre univers qu'un autre univers serait en interaction avec lui. Ces bulles d'univers n'ont aucun moyen de communiquer. Aucune communication ne va plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, aucune information ne peut passer d'un univers à l'autre, et donc on n'a aucun moyen scientifique de savoir si c'est une hypothèse qui est valable ou pas. Donc c'est pour ça que je disais, tout ce qui se passe ici dans ces temps zéro, ce n'est pas testable, donc c'est au-delà de la science, et c'est pour ça que je préfère parler de science-fiction. Ce n'est plus de la science, on ne peut pas le tester, et donc on n'a pas aujourd'hui moyen de valider un modèle plutôt qu'un autre. Donc ce que l'on essaie plutôt, c'est de travailler sur l'unification des interactions fondamentales et sur la validation de plus en plus fine de notre modèle pour voir s'il y a des failles ou pas, comme possiblement la faille dont j'ai parlé aujourd'hui sur ces deux mesures du taux d'expansion. D'accord, merci. Et ensuite, la prochaine question, c'était, selon vous, comment pourrait-on améliorer notre modèle, et est-ce que la détection des neutrinos primordiaux serait une solution? Alors, on a effectivement, les chercheurs s'intéressent beaucoup aux neutrinos pour la raison suivante, c'est que c'est une des particules élémentaires les moins bien connues, puisqu'on sait que les neutrinos ont une masse depuis maintenant une petite vingtaine d'années, mais on ne connaît pas la masse des neutrinos. Ce sont a priori les particules les plus légères de toutes nos particules, donc de la physique des particules, mais on n'a pas aujourd'hui la détermination de la masse des neutrinos, et donc on s'y intéresse à la fois par une approche physique des particules, c'est-à-dire qu'on cherche à produire ces neutrinos et à mesurer l'impact de leur masse
avec des détecteurs de particules, mais on cherche également à mesurer la masse des neutrinos de façon statistique en étudiant le cosmos et l'impact des neutrinos sur les structures. Parce que puisque les neutrinos ont une masse et qu'ils sont en très très grand nombre dans l'univers, ils doivent influencer la formation des galaxies, des filaments entre les galaxies, etc. Donc justement, la forêt Lyman alpha est un des moyens d'étudier la structure fine de l'univers pour essayer de voir de quelle mesure elle a pu être impactée par une composante massive qui n'est pas prise en compte encore dans nos modèles et qui proviendrait justement des neutrinos. Donc, on étudie les neutrinos de plusieurs approches. On cherche à voir à déterminer leur masse, tout d'abord, et à voir quel est l'impact de leur masse sur le modèle. Ceci dit, aujourd'hui, on a néanmoins des contraintes très fortes sur la masse des neutrinos. On sait qu'il y a 3 types de neutrinos et la somme des masses de ces 3 types est contrainte entre 60 milliélectronvolts et en gros 120 milliélectronvolts. Donc, on a un facteur 2. Bon, en astronomie, ça peut paraître beaucoup, un facteur 2, mais c'est très très loin d'être suffisant, par exemple, pour expliquer le désaccord que l'on a vu sur la constante de Hubble ou d'autres tensions que l'on a. Notre modèle, au premier ordre, ne va pas être modifié grandement par ces neutrinos, même une fois qu'on aura déterminé précisément leur masse. Donc, d'autres approches, c'est plutôt de s'intéresser à ces composantes dominantes et inconnues. Donc, essentiellement, matière noire, énergie noire. La composante visible, ce n'est que 5%. Matière noire, donc c'est de la matière, cette-ci c'est un effet gravitationnel compris, c'est les courbes de rotation, enfin c'est les vitesses à laquelle les galaxies spirales tournent, c'est les déformations gravitationnelles par les amas de galaxies. Cette matière noire constitue 25% du bilan énergétique, c'est 5 fois plus que les étoiles, mais ce n'est jamais qu'un quart de l'ensemble de l'univers. Et l'énergie noire, donc cette composante antigravitante qui provoque l'accélération de l'expansion, c'est les 3 quarts. Donc là, il y a vraiment source à se poser des questions. En mettant les propriétés connues de cette matière et de cette énergie noire, on a un modèle qui tient la route, mais qui repose sur 2 composantes non comprises aujourd'hui. Et donc, une grande partie de l'activité des chercheurs, c'est d'essayer de les comprendre. La matière noire, ça paraît plus facile, puisque c'est quand même de la matière. La matière, on sait qu'on est capable de fabriquer de la matière dans des accélérateurs de particules. Donc, si la matière noire, ce sont des particules, on espère pouvoir les produire un jour dans ces accélérateurs. On essaye également de faire des hypothèses sur la nature de la matière noire et de les tester avec toute l'imagination qu'arrivent à déployer les chercheurs pour mettre en place des expériences qui permettent de tester certaines hypothèses de la matière noire. Et sinon, la dernière approche, c'est une approche plus théorique qui cherche à voir justement si il n'y aurait pas des modifications, par exemple, aux lois de la gravité, donc les lois d'Einstein, qui permettraient de s'affranchir de ces composantes supplémentaires inconnues. Et donc de voir si au lieu de rajouter des composantes, ce ne serait pas plutôt une modification aux lois de la gravité qu'il faudrait invoquer pour expliquer l'ensemble des observations de notre univers. Donc voilà les différentes pistes sur lesquelles les chercheurs travaillent aujourd'hui, soit comprendre la nature et l'origine de ces 2 composantes-là, soit faire des modifications théoriques à notre modèle pour s'en affranchir, pour ne plus en avoir besoin. Merci. Et donc la question suivante, c'est quelle est la théorie entre la gravité quantique à boucle ou des cordes qui obtient les meilleurs résultats par rapport à l'observation? Aucune des 2 aujourd'hui. Non, aujourd'hui, justement, on travaille sur des théories alternatives, mais aucune aujourd'hui soit n'explique l'ensemble des observations, soit n'a de prédictions suffisamment intéressantes pour pouvoir être testée. Et une théorie qui ne peut pas être testée n'est pas une théorie viable. Donc aujourd'hui, le modèle le plus simple, c'est vraiment la relativité générale d'Einstein, avec néanmoins une constante cosmologique pour expliquer cette partie énergie noire, et c'est la théorie, le modèle qui permet aujourd'hui d'expliquer l'intégralité des observations, et aucune autre des théories sur lesquelles on travaille n'a le même degré d'efficacité pour expliquer les observations. Donc, il faut continuer à chercher
une réponse, mais on n'a pas aujourd'hui de théorie qui soit plus valable que la relativité générale d'Einstein. Et maintenant, ce sera sûrement les dernières questions. Pour la suite, elles seront répondues à l'écrit. Donc, la dernière question, c'est comment peut-on être sûr que l'univers est borné du début à la fin? Et peut-être qu'il a toujours existé et existera toujours. Alors, c'est une question très intéressante. Il y a deux approches possibles. Est-ce qu'on parle de borné dans le temps ou est-ce qu'on parle de borné dans l'espace? Et en fait, on n'a de réponse ni pour l'une ni pour l'autre. Mais je vais vous donner quelques éléments. Alors, borné dans l'espace, ça voudrait dire, on pourrait reformuler la question en se disant, est-ce que l'univers est fini ou infini? Et étonnamment, on ne le sait pas aujourd'hui. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'univers est grand et que ce que l'on voit de l'univers, ce n'est pas on n'a pas de repliement évident de l'univers. Et ceci, on le sait parce que l'on a recherché, on pourrait imaginer, quand je parle de repliement, imaginer un tore. Donc, prenez un élastique suffisamment épais, ça vous forme un tore. Si vous envoyez un rayon lumineux dans l'axe de ce tore, il peut faire le tour du tore et revenir sur lui-même. Et donc, vous envoyez un rayon lumineux vers la droite et en fait, vous le voyez revenir par la gauche. Et donc, si notre univers, par exemple, avait une forme de tore, on aurait des régions où l'on verrait la même chose. Et on verrait un repliement de l'univers. Et on a fait des recherches, on a fait des analyses statistiques pour voir si dans la distribution des galaxies, mais elle est assez réduite, mais surtout dans cette distribution de la plus grande carte et la première carte de l'univers que l'on ait, ce fond diffus cosmologique, est-ce que l'on voyait des répétitions? Est-ce que l'on voyait des preuves de repliement de l'univers? Et on n'en voit aucune. Donc l'univers, la taille de l'univers est au moins aussi grande que la taille observable que l'on a de l'univers. Mais il faut voir que la taille observable de l'univers, ce n'est pas non plus tout l'univers, parce que la lumière se propage à vitesse finie, grande mais finie, 300 000 km par seconde. Donc ça veut dire que l'on ne peut voir que à 300 000 km par seconde, grosso modo, fois l'âge de l'univers, modulé par l'expansion de l'univers. Donc en fait, on ne peut pas voir plus loin que 46 milliards d'années-lumière. Et donc, au-delà, on ne sait pas si l'univers est fini ou infini. Donc, on peut juste dire sur cette dimension spatiale que l'univers est plus grand que ce que l'on peut en voir aujourd'hui. Sur la dimension temporelle, on voit que notre modèle montre une expansion de l'univers, qu'on arrive à remonter cette expansion jusqu'à 1 seconde sans aucune ambiguïté, antérieur à ça également. Les premiers instants, on est un petit peu moins sûr déjà. On invoque potentiellement une phase d'inflation initiale, mais dont on n'a pas de preuve directe aujourd'hui. Et en deçà de 10-43 secondes, on n'a plus de support théorique. Donc là, on arrive à une taille de l'univers extrêmement petite quand on est au niveau de 10-43 secondes. On ne peut pas garantir que ça démarre d'un point fini. En ce qui concerne le futur, ce n'est plus clair non plus. Avant que l'on découvre la présence d'énergie noire ou avant que l'on découvre l'accélération de l'expansion de l'univers, on avait imaginé effectivement que l'on se trouvait probablement dans une situation, au pire, d'expansion infinie, mais ralentie au point que l'expansion tende vers zéro, et s'il y avait suffisamment de matière, dans un univers qui se serait recontracté ultérieurement. Aujourd'hui, avec l'accélération de l'expansion de l'univers que l'on constate, il est impossible de revenir à une de ces deux solutions-là, sauf si l'énergie change de comportement. Toutes nos études aujourd'hui sur l'énergie noire s'interprètent avec la possibilité que cette énergie noire ne soit rien d'autre d'une certaine façon qu'une constante cosmologique, un coefficient lambda dans les équations d'Einstein, et auquel cas on se trouverait dans cette situation où le futur est une expansion de plus en plus rapide et donc un univers totalement dilué sans fin temporelle. Maintenant, si il y a une évolution de cette énergie noire, on n'a pas encore aujourd'hui parfaitement déterminé ce qu'était l'énergie noire et donc on ne sait pas si elle peut se désintégrer, produire des particules, changer de forme. Et si quelque chose de très exotique se produisait sur l'énergie noire, peut-être qu'on reviendrait à une des autres configurations. Mais dans l'état actuel de notre connaissance, il y a un point de départ qui se situe en gros, il y a 14 milliards d'années sur le plan temporel.
et l'expansion de l'univers, a priori, se poursuivrait éternellement dans l'état actuel de nos connaissances. D'accord, eh bien, merci à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions et d'être venu à la conférence. Et plus particulièrement, un grand merci à notre invitée, Nathalie Palongue de la Brouille. C'était un grand plaisir pour moi également d'être là ce soir. J'espère qu'on aura une autre occasion pour se voir, Aussi, non pas virtuellement, mais physiquement. Mais je suis ravie de toutes vos questions et je vous remercie beaucoup pour votre participation. Du coup, on va clôturer.